et bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais reprendre un enseignement clinique, mais cette fois de semestre 3. Donc, c'est un cas assez complexe puisqu'il se passe donc en onco-hémato. Et donc, j'espère que ça va vous apporter quelques outils pour mieux appréhender donc l'enseignement clinique et la présentation notamment de la problématique. Donc, le cas que nous allons voir aujourd'hui est le cas de Madame D, une dame hospitalisée donc en onco-hématologie. Donc, il est vrai que ce stage a eu lieu donc au semestre 3 et que les processus tumoraux ne sont pas abordés avant le semestre 5. Donc, ça veut dire que ça a demandé beaucoup de travail à l'étudiante. Bien sûr, je vous ai dressé donc le recueil de données qui est daté donc au 11 octobre 2022. Je vais passer très rapidement sur ce recueil de données. Donc, si vous voulez voir plus, vous pouvez faire pause à tout moment lors de cette vidéo. Donc, nous avons un recueil de données assez complet, donc avec l'état civil, la situation professionnelle et la situation familiale de Madame D. Ce qu'il manque dans ce recueil de données, en fait, c'est la situation sociale. Quelle est la prise en charge sociale? Est-ce qu'il y a une mutuelle, etc. Ça, on ne le sait pas. Nous avons donc la date et le motif d'hospitalisation, mais toujours pas le mode d'entrée. Et ensuite, donc, nous avons l'histoire de la maladie, depuis l'apparition des premiers symptômes jusqu'au 11 octobre 2022. Donc, nous avons bien les premiers signes qui étaient des signes ORL avec otite et angine qui ont évolué pendant 3 semaines sans fièvre, mais avec des douleurs, une asthénie, une mise sous antibiotiques qui s'est révélée peu efficace et surtout le constat d'adénopathie cervicale qui ont mené donc au bilan biologique qui a révélé la pathologie, avec notamment l'hyperleucocytose avec 80% de blastes. Ensuite, nous avons l'évolution pendant l'hospitalisation avec la pose d'un premier catépique, mais malheureusement avec un état inflammatoire sur ce catépique qui va être enlevé, avec une nouvelle pose de catépique pour le J1 de la chimiothérapie d'induction, et ensuite les différents résultats, et notamment la pancytopénie, qui est quelque chose d'attendu dans ce traitement. Pour enfin arriver donc au jour du 11 octobre où la patiente donc, est douloureuse, avec une douleur clairement donc, localisée au niveau de la bouche, liée à une hypertrophie gingivale qui provoque donc des douleurs qui l'empêchent de manger. Lors de l'enseignement clinique, il y a des échanges entre le formateur et l'étudiant, et l'étudiante a notamment précisé, suite aux questions, à mes questions, puisque c'était moi le formateur, que Madame D avait présenté aussi un épisode de métrorragie qui avait motivé une consultation au gynéco et la prescription d'Hexacil. Mais pour autant, la gynéco n'avait pas jugé opportun donc d'enlever le dispositif intra-utérin. Et de même, elle aurait fait un malaise vagal en lien avec les difficultés à s'alimenter. Mais il nous manquait des données en rapport avec ce malaise. Quelle était sa tension à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait eu une glycémie capillaire de réaliser? Ça, on ne le sait pas. Comme je vous le disais, nous n'avons pas donc, de données sur la prise en charge sociale, sécu et mutuelle. En revanche, nous avons des antécédents personnels, médicaux et chirurgicaux qui sont bien développés, ainsi que les antécédents familiaux. Nous avons également pas mal de choses sur les caractéristiques physiques, psychologiques, essentiellement, et aussi sociales et familiales de la personne soignée, notamment donc un IMC à 35,7, donc une obésité, et son autonomie pour tous les gestes de la vie quotidienne. Ensuite, nous avons le tableau des traitements qui est assez important, assez conséquent, puisqu'effectivement, on a affaire à une pathologie lourde. Bien entendu, j'ai amené quelques petites corrections parce qu'il y avait quelques petites erreurs, notamment la notion d'hypoglycémie qui n'est pas à la bonne place, qui doit normalement être dans la famille thérapeutique, et une précision sur la surveillance. De même pour le noxafil, la précision que c'est un antifongique mais à large spectre et qu'il est réservé donc aux infections fongiques, mais pas n'importe lesquelles, des infections fongiques invasives, et qu'il est prescrit donc en prophylaxie chez les patients sous chimiothérapie, avec
la précision des effets indésirables qu'il convient donc de surveiller. Ensuite, pour le tazobactam, bien entendu, de la famille thérapeutique, oui, c'est un antibiotique, mais pas n'importe lequel. C'est une uridopénicilline. Et petite précision pour le mode d'administration, c'est injectable, mais c'est en perf IV de 30 minutes exactement. Ensuite, nous avions encore pas mal de choses et j'ai amené quelques corrections sur le primpéran, qui est certes un antiémétique, qui est également un anti-reflux, mais surtout au niveau de la famille thérapeutique, c'est un antagoniste dopaminergique, apparenté au neuroleptique. Et comme tous les neuroleptiques, et bien entendu, il en a les effets indésirables, surtout à forte dose, comme les dyskinésies, l'hypotension, la rétention urinaire ou la constipation. Même chose pour le zofrène, hein, il fallait préciser la famille thérapeutique. C'est un antiémétique, oui, c'est vrai, mais de la famille donc des cétrons et antagoniste des récepteurs 5-HT3 de la sérotonine, et qui lui aussi s'administre en perf de 30 minutes avant la chimio. Et nous avons encore une page de traitement à laquelle j'ai amené également des modifications, comme pour le Nivestim, qui est un facteur de croissance, c'est vrai, mais il faut préciser que c'est un facteur de croissance hématopoïétique. On est en hémato-oncologie. Et le but, c'est de réduire la durée des neutropénies sévères ainsi que leurs complications lors des chimiocytotoxiques ou des traitements myélosuppressifs. Et on est clairement dans ce cadre-là. Et précision sur la surveillance des effets indésirables. Alors plutôt que maux de tête, je préfère entendre céphalée. Il ne faut pas oublier qu'on demande aux étudiants un langage professionnel. Donc mal de tête, c'est pas très professionnel. Et bien sûr, j'ai souligné douleur osseuse et musculaire parce que c'est l'effet indésirable le plus fréquent, mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai reprécisés. En ce qui concerne l'hexacil, plus précisément, c'est un inhibiteur de la fibrinolyse. Et ensuite, il y a eu une confusion entre les propriétés de ce médicament et son indication. L'indication, c'est les syndromes hémorragiques fibrinolytiques. Ensuite, l'étudiante a évoqué un certain nombre d'effets indésirables de ce médicament, notamment la notion de malaise. Alors, je préfère parler de lipothymie. Or, les lipothymies avec l'hexacil interviennent lors d'injections trop rapides. Or, chez Madame D, le traitement est péros. Donc, il n'avait pas sa place là. En revanche, ce qui est important, c'est que le risque thromboembolique veineux et artériel est accru. Il est même multiplié par 3. Nous avons ensuite, avec l'INOEP, encore une confusion entre propriété et indication. L'indication, c'est le traitement préventif et curatif des thromboses veineuses profondes et de l'embolie pulmonaire, qui est une complication de la thrombose veineuse profonde. Donc, en ce qui concerne l'indication pour la patiente, c'est la thrombose veineuse. Et ensuite, elle a évoqué un certain nombre d'effets indésirables qui sont justes, mais attention, plutôt que de dire baisse des plaquettes, il vaut mieux parler de risque de thrombopénie qui motive la surveillance des plaquettes. Et si on veut faire une surveillance de l'efficacité d'une héparine de bas poids moléculaire, c'est en faisant un facteur anti-10A, ce qui est très rarement fait puisqu'on surveille surtout les effets indésirables. Il nous restait ensuite le Zovirax, où là encore il y a une confusion, mais entre famille thérapeutique et indication. C'est un antiviral puissant, actif sur les virus du groupe herpès, et les indications majeures en forme injectable, ce sont les méningoencéphalites herpétiques, les infections à virus herpès simple ou à virus varicelle zona chez les immunodéprimés, et les infections sévères à virus herpès simple ou à virus varicelle zona chez les immunocompétents. Chez Madame D, on est dans le cas donc d'infection probable, on ne sait pas préciser, à virus herpès simple ou à virus varicelle zona chez une personne immunodéprimée. Et dans les effets indésirables, il fallait rajouter des rares céphalées et vomissements, mais surtout la surveillance des fonctions rénales et hématopoïétiques. Alors, bizarrement, dans le tableau des traitements, il en manque 2 qui sont essentiels. Ce sont les 2 antimitotiques qui sont utilisés chez Madame D, à savoir la cytarabine et la cérubidine. Il y a même un autre médicament que je n'ai pas rajouté dans ce tableau, mais qu'on va avoir dans la problématique. Il s'agit du Festurtec, qui est un hypouricémiant que Madame D a en plus du Zyloric.
Mais ce qui nous intéresse au premier chef, c'est la problématique de Madame D. Donc, nous allons d'abord voir ce que l'étudiante a rédigé et je mettrai à la fin la problématique corrigée. Donc, nous avons d'abord les premières informations sur l'entrée, le motif d'entrée, etc. Et pour arriver à ce jour. Alors, quoi dire sur cette première partie? Donc, effectivement, Madame D, 45 ans, est entrée le 28 septembre 2022 dans le service d'hématologie pour prise en charge d'une leucémie aiguë myéloïde et non pas d'une suspicion. On n'est plus au stade de la suspicion. Ensuite, ce qui est important à retenir, c'est qu'elle est hospitalisée en secteur protégé et mise en isolement protecteur à partir du 2 octobre, puisque le protocole de chimiothérapie est initié ce jour-là et qu'il provoque des aplasies. Donc, c'est donc une bonne raison de la mettre en isolement protecteur. Et donc, à ce jour, après, c'était juste, 11 octobre, Madame D est à J9 de son induction du protocole LM-alpha 0702 Clara induction. Ensuite, l'étudiante nous parle donc du traitement par chimiothérapie. Donc là, l'ensemble est tout à fait correct, il n'y a rien à rajouter. Ce protocole d'induction est composé de cytarabine et de cérubidine. La durée de traitement est de 7 à 10 jours. La conséquence, bien sûr, est test rapide des 3 lignées sanguines. Et à la fin du traitement, Madame D sera en aplasie médulaire, ce qui nécessite une surveillance rapprochée. Donc, l'étudiante nous précise ensuite les effets secondaires liés à la chimiothérapie que présente Madame D. Donc, on a bien les nausées et les vomissements traités par 2 ampoules de Primpéran, et il nous manque le Zofrène. Bon. Ensuite, elle nous parle d'inflammation de la bouche, entre parenthèses mucite, autant dire mucite du premier coup. La notion d'inflammation de la bouche doit être gardée en mémoire si on lui pose une question sur ce qu'est une mucite. Ensuite, même chose pour la chute des cheveux, elle doit nous dire alopécie, point. Ensuite, la fatigue, et puis nous dire aplasie, plutôt que de préciser baisse des globules rouges, globules blancs, plaquettes. Ça, on va lui poser la question si besoin. Elle évoque ensuite que par rapport à la chute des cheveux, l'équipe soignante s'est chargée de raser les cheveux de Madame D. Alors, la question qui se pose, est-ce que c'est à la demande de Madame D? L'étudiante nous parle ensuite donc des bilans réalisés sur le catépique et du catépique lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il est intéressant de garder là dans cette partie pour la problématique? Eh bien, c'est de dire qu'en lien avec la toxicité médulaire des produits de chimio, il y a une surveillance quotidienne de la formule sanguine, etc. Et que ensuite, tout en lien avec la toxicité, cette fois hépatique, de la cytarabine, du nivestime, du noxafil, de la piperacine tazobactam, eh bien, il y a un bilan hépatique de fait le lundi, parce qu'elle ne le précise pas dans la problématique. Ensuite, elle nous précise comment est introduit le catépique. Bon, ça dans la problématique, ça n'a pas sa place. En revanche, qu'elle nous l'explique si on lui pose la question, pas de problème. Mais dans la problématique, on a juste besoin effectivement de savoir qu'il y a un catépique et qu'en lien avec le risque infectieux, eh bien, c'est prévenu notamment par la réfection du pansement de caté réalisé aseptiquement chaque semaine. Et il y a même d'autres choses. Ensuite, on continue donc sur les différentes surveillances, comme les différentes constantes, la diurèse, avec leurs résultats. Le mieux dans la problématique, c'est de relier les choses entre elles. Par exemple, du fait du risque infectieux favorisé par les produits de chimio, eh bien, on surveille la température par rapport à cet éventuel état infectieux et que la température à ce jour est à 37,5. Même du fait du risque de dyspnée et d'hyperplasie, du fait de l'anémie, eh bien, on surveille la saturation. La saturation à ce jour est à 99%. Et enfin, du fait de la toxicité cardiaque, de la cérubidine, eh bien, on surveille la tension artérielle et les pulsations. À ce jour, la tension est à 120/80 et le pouls à 104. Ensuite, du fait du risque d'altération de la fonction rénale liée à l'hyperuricémie consécutive à la chimio, mais aussi aux Ovirax, on va surveiller la diurèse de Madame D, qui bénéficie aussi d'une hyperhydratation à 3 litres afin de favoriser l'élimination des produits de chimiothérapie. Et qu'à ce jour, la diurèse est de 2700 cc. Et enfin, en lien avec la thrombose superficielle, mais aussi la mucite et les douleurs qui pourraient être induites par le nivestime, eh bien, on évalue la douleur. Et là, on s'aperçoit que nous n'avons pas le VA. Ensuite, l'étudiante nous parle donc de l'isolement protecteur, des mesures prises et de ce que ça peut entraîner chez Madame D.
Alors, que peut-on retenir de ça? Alors effectivement, hein, du fait d'être en aplasie, Madame D se retrouve en isolement protecteur sur prescription médicale, que, il y a donc une tenue à adopter, hein, pour les soignants, mais aussi pour les visites et que, cet isolement protecteur, favorise, un isolement social, chez Madame D. Néanmoins, elle reçoit des appels de ses proches et sa fille et son mari viennent lui rendre visite tous les jours. Elle nous évoque également donc l'anxiété de Madame D en lien avec sa situation professionnelle et notamment bon, l'arrêt de travail qui a été rédigé. Donc ce qui est important effectivement à retenir, c'est la notion d'un arrêt de travail rédigé et transmis à sa caisse d'assurance sociale et l'anxiété traitée par l'Exomil. Alors on voit que là, l'anxiété est mise en lien avec la situation professionnelle, mais ça peut aussi être en lien avec la pathologie. Ensuite, l'étudiante aborde donc les différents problèmes et risques. Et elle commence par le problème du jour, hein, qui est la douleur liée à l'hypertrophie gingivale, douleur pour laquelle a été prescrite de la morphine, entre autres, ainsi que du Zovirax. Alors, on retrouve le VA qui est à 5, mais ça manque un petit peu de clarté. Encore faut-il faire le lien entre l'hypertrophie gingivale, qui est un des signes de leucémie. Est-ce que cette douleur est liée donc uniquement à cette hypertrophie gingivale ou à une mucite liée à la chimio avec des ulcérations douloureuses, puisqu'au début elle nous parle de mucite. Et pourquoi le Zovirax? Est-ce qu'il y a une infection virale sur les ulcérations? Là, on ne sait pas trop, donc un manque de clarté. Ensuite, elle nous parle des autres problèmes et risques. Donc, elle embraye sur le problème de la leucémie myéloïde aiguë elle-même, l'hypertrophie gingivale, de nouveau, le problème de thrombose superficielle, le problème de nausées et vomissements. On va déjà commencer par cela. Et déjà, la première phrase comporte une erreur. Problème de leucémie myéloïde aiguë se manifestant par un état d'aplasie. Non. L'aplasie est une conséquence de la chimiothérapie, hein. Donc, attention. Ensuite, de nouveau, elle nous parle du problème d'hypertrophie gingivale. Elle va un petit peu plus loin puisqu'elle nous parle effectivement des difficultés à s'alimenter et qu'il y a une alimentation mixée et froide qui a été mise en place. Ça aurait été bien de tout mettre en même temps, hein, ça aurait été beaucoup plus simple. Ensuite, elle nous évoque donc le problème de thrombose superficielle de la veine basilique gauche qui est traité par INOEP 18 000 unités. Anticoagulant HBPM, ok. Faut faire le lien, hein, souvenez-vous, quand on parle d'un problème, c'est le problème lié à. Bon, bah là, c'est lié avec le catépique et c'est majoré par la vancomycine. Ensuite, elle nous parle donc du problème de nausées et de vomissements induits par la chimiothérapie et traité par 2 ampoules de Primperan 10 mg, antiémétique matin, midi et soir. Mais il y a aussi le Zofrène. Elle continue ensuite avec la conséquence majeure de la chimiothérapie, c'est l'aplasie, avec le risque infectieux qu'elle détaille beaucoup. Donc on va voir ça en détail. Alors effectivement, la chimiothérapie entraîne une aplasie par atteinte des 3 lignées, hein, globules rouges, globules blancs et plaquettes, ce qui expose Madame D à des infections. Et là, il faudrait faire le lien avec la surveillance quotidienne de la numération formule sanguine. Donc, là encore, il faut préciser le lien, hein, le risque infectieux, il est favorisé par la neutropénie. Et ensuite, évoquer les actions qui ont été mises en place, comme le prélèvement quotidien de la numération, la surveillance de la température, avec un protocole en cas d'hyperthermie pour les hémocultures, la vérification de la radiothorax chaque lundi, et les médicaments donc prescrits pour prévenir ce risque infectieux, à savoir le doxaphyl, le tazobactam, la vancomycine. Et elle nous donne bien donc le résultat, hein, Madame D possède 400 globules blancs à ce jour. Mais elle ne nous donne pas là la température et elle ne parle pas du Zovirax. Elle nous parle ensuite donc du risque d'anémie. Elle évoque ce qu'entraîne une anémie, hein, une fatigue, des essoufflements et des palpitations. Alors plutôt qu'essoufflement, je préférerais le terme de dyspnée, plus professionnel. Ensuite, à ce jour, Madame D possède 8 grammes 6 par décilitre d'hémoglobine. Alors plutôt que dire possède, vaut mieux dire son hémoglobine est à temps, hein.
Alors, au vu de ces résultats, s'agit-il d'un risque ou d'un problème réel? Eh bien, moi, je dirais que c'est un problème réel. Donc, ce n'est pas un risque d'anémie, mais c'est une anémie. Et de plus, eh bien, la troisième lignée a disparu. Et les plaquettes, où sont-elles? Parce qu'on sait et qu'il y a une thrombopénie aussi, hein. Ensuite, notre étudiante donc parle du risque de syndrome de Lys tumoral, ce qui est tout à fait juste. Donc là, il convient aussi de regrouper les choses et de faire le lien avec la surveillance. Donc, le risque de syndrome de Lys tumoral en raison de la décomposition rapide des cellules cancéreuses dans une chimio, c'est très juste, ce qui entraîne un taux élevé d'acide urique, donc d'hyperuricémie, autant dire directement ce qui entraîne une hyperuricémie, hein. Alors, mais aussi donc de potassium, hypercalémie, la même chose, de phosphate, hyperphosphatémie, et d'une hypocalcémie. Alors, le mieux est de faire le lien directement entre chaque anomalie et les risques que ça entraîne. Par exemple, l'hyperuricémie peut entraîner donc la formation de calculs rénaux, endommager les reins, avec la surveillance qui va avec, et la prévention de ce risque par l'administration d'allopurinol et de Fasturtec, vous voyez, qui apparaît ici alors qu'il n'était pas dans le tableau de traitement. Même chose pour l'hyperkaliémie, l'hypocalcémie, qui peuvent donc affecter donc, le rythme cardiaque, et le lien est à faire avec la surveillance du pouls, de la tension et de l'électrocardiogramme. Nous avons ensuite les risques de nausée et de vomissement, le risque de diarrhée, le risque de constipation. Alors, que fallait-il faire de tout ça? Eh bien, en ce qui concerne le risque de nausée et de vomissement, c'est bien traité. Ce sont des effets indésirables de la chimiothérapie. Des antibiotiques sont prescrits avant l'administration de la chimiothérapie. Et là, on a bien et le Primperan et le Zofrène. Ensuite, on a le risque de diarrhée, mais on ne sait pas, il n'y a pas de lien. On ne sait pas ce qui favorise ce risque de diarrhée. Eh bien, il y a au moins un antibiotique, c'est le tazobactam, qui peut provoquer de la diarrhée, avec le risque de déshydratation, et d'ailleurs, donc, une perfusion est prescrite pour éviter la déshydratation, mais pas seulement, puisque c'est surtout aussi pour éviter d'avoir une hyperuricémie et éliminer les produits de chimio. Et ensuite, nous avons le risque de constipation. Alors, elle nous l'évoque comme étant causé par les traitements antiémétiques. Elle oublie un risque majeur de constipation, c'est la morphine. Bon, il y a aussi le ralentissement d'activité physique régulière, mais il y a surtout la morphine, et là, c'est prévenu par l'Ansoil. Elle nous parle ensuite des risques en lien avec le catépique, donc le risque d'embolie gazeuse, le risque de dysfonctionnement de cathéter, et le risque de thrombose ou d'obstruction du cathéter, et le risque d'extravasation. Alors, le risque d'embolie gazeuse, oui, mais il faut aller plus loin et préciser qu'il est prévenu par l'emploi de seringues Luorloc, le système clos, la pression continue et la valve de sécurité qui est changée chaque semaine. Ensuite, nous avons le risque de dysfonctionnement cathéter, de thrombose, d'obstruction cathéter. Moi, je regrouperai tout ça parce que effectivement, c'est prévenu par la vérification de la perméabilité avant utilisation et le rinçage avant-après injection des antimitotiques. D'accord ? Et le risque de thrombose, lui, il est majoré par des antécédents de thrombose récents sur le caté précédent, et puisque notre patiente, elle est sous INOEP. Donc, il faut préciser que pour éviter la migration d'un éventuel thrombus, eh bien, il faut éviter toute hyperpression et bien sûr surveiller la douleur. En ce qui concerne le risque d'extravasation, eh bien là, il est important de surveiller l'état local, vérifier si c'est inflammatoire, s'il y a de l'œdème, s'il y a de la douleur. Donc là, l'étudiante nous a donné certains détails qui sont inutiles, mais ne nous a pas précisé ce qui était essentiel. Alors, quand je dis détails inutiles, c'est dans la problématique. Il est bien entendu que si on lui pose la question, elle avait les réponses sous les yeux. Il ne faut pas oublier que l'étudiante est en semestre 3 et on n'en est pas encore à une problématique synthétique, et bien souvent, ils ont tendance à vouloir expliquer beaucoup de choses, avoir les explications sous les yeux au cas où on leur poserait des questions. Alors, vaut mieux pêcher par accès, effectivement, et ce qu'elle avait fait était bien, hein. Toutefois, elle nous a oublié le risque infectieux lié au catépique, risque infectieux qui est majoré du fait de la neutropénie et qui est prévenu non seulement par les pansements qu'on a déjà évoqués de caté une fois par semaine, mais aussi par la manipulation stérile lors des utilisations de ce caté et une surveillance de l'état local, de la douleur, de la température et bien sûr l'administration de la vancomycine. Ensuite, donc, elle nous parle de risque d'isolement social et familial,
du fait de l'isolement protecteur, ce qui est juste, hein, et qui est néanmoins prévenu par les visites quotidiennes du mari et de la fille et des entretiens téléphoniques avec les proches. J'y vois deux autres problèmes qui sont oubliés. C'est l'anxiété liée à la situation professionnelle et à la pathologie, qui est traitée efficacement par l'exomil, et le risque de récidive de métrorragie, favorisé par la thrombopénie, induite par la chimio, et le traitement par HBPM, et qui est prévenu, lui, par Hexacil. Alors, j'ai corrigé cette problématique pour que vous ayez un peu un guide. Elle peut être rédigée un petit peu différemment. Je ne dis pas que c'est la perfection même, mais voilà ce que l'on doit y retrouver. Alors, elle est un peu longue, elle ne peut pas être très synthétique parce que la problématique de cette patiente est quand même très complexe. Donc, je ne vais pas vous la lire entièrement. Je vous laisse donc faire pause sur les différentes parties de cette problématique pour en prendre connaissance. Donc, je vous la laisse lire. Je vous mets une petite musique d'attente de quelques secondes, pas trop long, parce qu'il y a encore derrière le projet de soins. Dans le plan d'action journalier, l'étudiante a repris donc les problèmes tels qu'elle les a présentés dans sa problématique. Donc on retrouve en premier donc la leucémie aiguë myéloblastique, bon, pourquoi pas. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi il y a une EVA à cet endroit-là. Elle évoque ensuite l'hypertrophie gingivale. Donc, il manque le lien et les manifestations. Donc, le lien, effectivement, c'est lié à la leucémie aiguë myéloïde. Et ça entraîne donc une douleur et un risque de dénutrition par difficulté à s'alimenter. Alors, elle nous évoque des bains de bouche, mais on n'a aucune donnée sur les bains de bouche. Et par ailleurs, donc, dans l'évaluation, on nous parle du poids. Alors, je pense que c'est en lien donc, avec le risque de dénutrition. En revanche, le poids n'est pas l'indicateur le plus fiable en ce qui concerne les nutritions, puisqu'on peut être obèse et dénutri. La surveillance la plus adaptée, c'est celle de l'albuminémie. La surveillance du poids à elle seule ne suffit pas. Elle nous évoque ensuite la thrombose, les nausées, le risque infectieux. En ce qui concerne la thrombose, il y a une erreur dans l'objectif. L'objectif du traitement, c'est d'arrêter la croissance du caillot et surtout de prévenir la rupture du caillot et donc une embolie pulmonaire. Ensuite, dans les surveillances, qui sont dans le rôle propre, alors que ça devrait plutôt être dans le rôle prescrit, elle nous parle de TP-TCA. Alors le TP, pourquoi? Le TCA, oui, d'accord, mais le TP, non, pas pour ça. Ensuite, dans les nausées et vomissements, il manque le lien avec la chimio.
Et elle nous précise donc l'administration de l'antiémétique avant les repas, mais il y a aussi l'œsophréne avant l'injection des produits de chimio. Et là encore, on retrouve le VA, on ne sait pas pourquoi. En ce qui concerne le risque infectieux, il faut ajouter qu'il est favorisé par la neutropénie et le catépique. Donc, l'objectif, c'est bien de prévenir le risque infectieux, de dépister la moindre infection. Donc, elle nous parle bien des médicaments, mais il nous manque la surveillance quotidienne de la numération sur le rôle prescrit. Et elle nous précise bien ensuite donc, que dans la surveillance de l'ANF, ce qui nous intéresse, c'est les polynucléaires neutrophiles avec un risque sévère s'ils sont inférieurs à 500. Or, Madame D est à 400 globules blancs. Donc elle est bien dans un risque infectieux sévère. On enchaîne ensuite sur le risque de thrombopénie et le risque d'anémie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc elle ne nous évoquait pas la thrombopénie, elle avait été oubliée, mais on n'est pas dans un risque, on est dans une réelle thrombopénie, puisqu'on a 38 000 plaquettes. Donc l'objectif, c'est de prévenir et de dépister un syndrome hémorragique, et non pas prévenir le risque de thrombopénie. Et dans le rôle propre, c'est pas tant la surveillance d'une éventuelle transfusion qui nous intéresse, c'est au quotidien ce qu'on va surveiller, c'est-à-dire les signes hémorragiques et également le pouls et la tension. Même chose pour l'anémie, on n'est pas dans un risque, mais dans une anémie réelle, puisqu'il est à 8,6 grammes par décilitre. Donc l'objectif, là, c'est de dépister les complications. On a toujours la surveillance de l'ANF dans le rôle sur prescription, mais dans le rôle propre, c'est la surveillance des signes respiratoires, avec notamment le dépistage de l'apparition d'une dyspnée et également d'une chute de la saturation. Ensuite, nous avons le risque de syndrome de lisse tumorale. Alors, prévenir ce risque, oui. Là, la surveillance biologique, elle est dans le rôle propre, elle n'a rien à y faire, c'est sur prescription médicale. En revanche, ce qu'on doit retrouver dans le rôle propre, c'est bien sûr la surveillance des effets indésirables, 2 à 4 fois par jour, oui. Mais quoi exactement? Et la surveillance du pouls, de la tension et de la diurèse par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Puisque le risque, c'est l'hyperuricémie, l'hypercalémie, l'hypocalcémie et l'hyperphosphatémie. Donc c'est important de surveiller et il est important aussi dans l'évaluation de noter les résultats du pouls, de la tension et de la diurèse. Et puis il y a des choses qui ont été oubliées dans ce plan d'action journalier et qu'elle nous évoque dans la problématique, c'est la constipation liée au morphinique, au niveau estimé à l'inactivité. Et l'objectif c'est d'améliorer le transit, donc administrer le linceul sur prescription, surveiller les selles, hydrater, apporter des fibres et puis noter la date des dernières selles. Ensuite, on a l'anxiété liée à sa situation professionnelle et sa pathologie. Donc l'objectif, c'est de diminuer l'anxiété, donc d'administrer de l'Lexomil, de surveiller son humeur et de voir ce qu'elle nous verbalise dans l'évaluation. Ensuite était évoqué aussi un risque de diarrhée qui était favorisé par le tazobactam et l'hexacil, mais minoré par la prise de morphinique. Donc c'est de dépister, donc de surveiller les selles. Mais il y a aussi les risques de problèmes hépatiques favorisés par le noxafil, donc dépister une atteinte hépatique, la surveillance biologique de la fonction hépatique 2 fois par semaine qu'elle nous a évoqué, surveiller les signes d'atteinte hépatique comme un ictère, des œdèmes, des douleurs abdominales, des urines jaunes foncées, et donc les résultats biologiques en évaluation. Et puis il y a tous les risques liés au KT qu'elle nous a évoqués. Donc, j'aurai l'occasion de vous reparler du projet de soins dans une autre vidéo. Là, c'était pour vous donner un aperçu de ce que pouvaient nous présenter les étudiants lors d'un enseignement clinique. Donc, on s'intéresse au problème donc, du jour et de ce qui se passe dans la journée et ce qu'il convient de surveiller. Donc, n'hésitez pas à faire pause. Prenez le temps de regarder chaque diapositive telle que l'avait rédigée l'étudiante, mais surtout avec les corrections. Cela pourra vous aider si vous êtes encadrant auprès d'un étudiant ou si vous êtes étudiant et que vous préparez donc un enseignement clinique ou vous préparez une démarche de soins à présenter à votre tuteur. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. Je reviendrai donc sur le projet de soins ultérieurement. Et la semaine prochaine, je vais vous proposer une mobilisation de connaissances, mais sur l'UE 2.2, cycle de la vie et grandes fonctions. Donc je pense qu'elle sera en 2 parties parce que c'est une UE qui est assez complexe et très fournie en connaissances. À bientôt!